Bienvenue au Caring Museum Café, où l'art et le bien-être se rencontrent. Je suis Marjane Abadi, la créatrice de la méthode Mindful Art. Mon travail consiste à aider les lieux culturels à développer des projets d'inclusivité et de bien-être. Et en compagnie de mes invités, nous explorons des chemins du caring dans le monde de la culture. Dans ce podcast, je vous propose d'explorer avec nous les projets inspirants avec ceux qui les ont menés pour un monde plus bienveillant. Installez-vous, prenez une tasse de douceur pour un moment de créativité partagée, des conversations inspirantes, des récits à savourer. Vous êtes au Caring Museum Café, laissez-vous emporter. Prête? Alors bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marjane Abadi. J'ai mis en place une méthode en 2018 qui s'appelle Mindful Art et ça rejoint le courant des slow visits et également les musées qui prennent soin au Caring Museum, dans lequel mes invités œuvrent déjà depuis un moment. L'idée, c'est qu'on puisse prendre une heure où on va questionner d'abord la personne sur ce il ou elle a mis en place. Et on a une vingtaine de minutes à la fin pour que vous puissiez poser vos questions spécifiques à votre structure. Donc, c'est des rendez-vous mensuels. On va essayer de les avoir à 15h30 parce que nos amis canadiens nous ont demandé de les mettre dans une horaire qui était également jouable pour eux. Donc, voilà pour l'introduction. Aujourd'hui, après Laetitia Messager du musée Matisse, on reste dans le Nord. Elle nous a partagé ses magnifiques expériences avec les bébés, les enfants, les mamans qu'elle a réussi avec son équipe à amener dans le musée. Et aujourd'hui, nous sommes avec Juliette Barthélémy, qui est quelqu'un que je suis certaine beaucoup d'entre vous connaissent. Elle est responsable des publics au Palais des Beaux-Arts de Lille et elle œuvre déjà depuis de nombreuses années en tant que chef de service médiation et implication des publics pour à la fois créer de l'inclusivité, créer du bien-être, créer des projets qui mettent en valeur à la fois le patrimoine et qui en font un lieu de paisible et de bien-être pour les personnes qui viennent visiter l'île ou qui habitent à l'île. Juliette, est-ce que j'ai été complète ou il fallait que je dise autre chose et que j'ai oublié de dire? Non, non, c'est très bien, merci et bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation, Marjane. Merci à toi de l'avoir accepté. Donc, on va commencer un peu par un exercice ice-breaking. Je voudrais te demander quelle est ton œuvre préférée au musée des Beaux-Arts de Lille, du Palais de Beaux-Arts de Lille. Donc la question, je précise, n'est pas surprise parce que je sais que tu poses toujours cette question là pendant les cafés. Mais en fait, j'ai été très vite pour la trouver. C'est une œuvre, un des grands chefs-d'œuvre du musée qui s'appelle La Descente de croix de Rubens. Et voilà, c'est mon œuvre préférée au musée. Bon, je ne cache pas qu'il y en a beaucoup d'autres, certainement plus douces aussi que dans nos collections. Mais en fait, elle regroupe beaucoup de choses pour moi. D'abord, mon premier intérêt pour l'art, qui a été un intérêt pour l'art flamand, puisque ma famille maternelle est belge. Et donc, voilà, j'ai été emmenée dans les musées pour découvrir les peintres flamands, et les Van Eyck ou les Van der Weyden, etc. Donc, voilà, c'est mon premier attachement. Et puis, la deuxième chose, et là, ça rejoint notre sujet d'ailleurs, c'est le grand talent de cet artiste pour
ils sont ressentis par les personnages qu'ils représentent. Donc, dans la descente de croix, c'est effectivement une descente de croix comme on la connaît toutes et tous, mais c'est aussi une scène très belle autour de la mort de quelqu'un auquel on est attaché. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que Rubens traduit cette scène, comme une scène à laquelle il assiste. Voilà, une mère qui perd son fils. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui je trouve, émanent de cette œuvre-là. Donc, c'est deux des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup cet artiste. Puis en plus, c'est un artiste très important dans nos collections du Palais des Beaux-Arts, évidemment. Une œuvre majeure. Voilà. Magnifique. Tu l'as découvert quand, cette œuvre? Alors, je l'ai découvert quand le... Oups. Et après, bon, comme je viens de le dire, c'est un artiste que je connaissais déjà très bien. Donc, et puis, je l'ai redécouverte beaucoup parce j'étais guide conférencière dans un premier temps. Ça a été mon premier métier. Et en 2004, j'étais déjà guide et on a eu une très, très belle rétrospective Rubens, une très belle exposition Rubens. Donc, voilà. Je voulais savoir comment est-ce que ça a commencé avec le Kering Museum. En 2008 un programme avec des enfants et des adolescents autistes. Et on a lancé ça de manière complètement inconsciente. Ça veut dire qu'on ne savait pas, on n'était pas prêt, on ne savait pas ce que c'était que l'autisme, etc. Donc on s'est dit c'était une demande particulière, donc on a dit oui. Et c'est vrai que nos équipes ont très très bien réagi, se sont formées sur le terrain, on a rencontré aussi pour se former un petit peu. Et il y a eu un moment où on a été un peu bloqué et on a décidé à ce moment-là de faire appel à une art thérapeute. Je pense que c'est le démarrage, ça. Ça a été de faire rentrer une autre dimension en fait à nos projets en intégrant la dimension thérapeutique et une expertise différente de celle qu'on avait normalement dans nos équipes de musée. Ça a été vraiment ça. Et donc, en faisant rentrer cette expertise ou ce regard différent, ben, on est rentré dans une dimension, effectivement, voilà, là, on est nombreux autour de cette table, mais une dimension, on est passé de ce qu'on cherchait pour tous les publics, c'est-à-dire que les gens soient bien, donc on cherchait du bien-être dans le musée. À partir du moment où les gens voulaient venir chez nous ou qu'on les invitait à venir, ben, il fallait qu'ils se sentent bien, donc on était dans le bien-être. Et là, on est rentré dans le mieux-être, donc le care et le cure, donc c'était un peu... Mais finalement, en rentrant dans le cure, on a aussi amélioré notre approche du care. Donc voilà, je pense que ça a été la première action qui nous a fait prendre cet angle peut-être un peu particulier et de nommer peut-être aussi plus précisément cette volonté d'apporter aux visiteurs le bien-être, voire le mieux-être. D'accord. C'est chouette des fois. Il y a un proverbe où il dit, ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça me fait un peu cette impression-là. Et je voulais savoir comment tu décrirais ta relation au CARE. Quelle est son importance pour toi et sa mise en place dans le musée? Je dirais que la première chose, c'est que c'est presque une évidence, j'ai envie de dire. On est quand même obligé de le rappeler, mais en même temps, hein, c'est la fonction, c'est un lieu de contemplation et un lieu dans lequel on passe un moment agréable. Donc, oui, c'est une évidence. C'est presque étonnant qu'on soit obligé de le préciser. Par contre, c'est vrai que ce que l'on avait imaginé au départ comme étant source de bien-être, ça n'était que les œuvres d'art dans une approche tout à fait classique de je les regarde, je les contemple et ça me fait du bien, ou on m'en apporte des éléments, on me transmet des éléments et je les prends et ça me fait du bien, voilà, ou pas. Alors qu'aujourd'hui, on apporte des techniques peut-être différentes, on a des approches différentes qui mettent en lumière aussi le fait qu'il y a plusieurs manières de regarder et de ressentir une œuvre. L'idée, c'était de partager avec nous les avantages que le musée, le Palais de Beaux-Arts de Lille a trouvé dans ces pratiques. Je crois que ça a été d'accorder de l'importance à ce bien-être. Ça peut passer le bien-être par voilà, des propositions un peu originales, comme je le disais tout à l'heure, qui donnent toute la place à la parole et au corps du visiteur. L'intérêt, ça a été aussi, pour être tout à fait honnête, pour certains, voilà, on est toute une équipe ici, ça a été aussi de faire venir des publics qui ne venaient pas au musée. Donc, le faire venir parce qu'il allait trouver au musée par le biais d'une séance de méditation, une séance de sophrologie, des séances d'art-thérapie, il allait trouver voilà, peut-être un mode de développement personnel ou un moment personnel qu'il allait vivre dans un lieu atypique.
Et donc toute cette programmation bien-être qui, voilà, on a des sujets de fond sur le bien-être, hein. On a une pratique d'art-thérapie qui est très ancrée dans nos pratiques de musée. Mais en plus, toute cette programmation à part, ces cycles de yoga ou de méditation, ça a été aussi voilà, l'exceptionnel à donner peut-être une habitude aux visiteurs dans le musée qu'il n'y avait pas. Donc, c'est changer à la fois la pratique du visiteur qui trouve sa place par un autre biais que le biais traditionnel, et puis pour le musée, bah, de travailler à cette image, d'être bienveillant et d'être bien accueillant. Magnifique. Donc, et le retour de ces personnes qui ont pris connaissance du musée par ce biais-là ou qui connaissaient mais qui l'ont vu différemment, parce qu'il y a aussi les habitués qui du coup profitent de ces approches-là. Quel est leur retour? Bah, là, encore une fois, il y a deux choses. Il y a que ça profite à tout le monde, forcément, l'attention qu'on va porter à tout type de public. L'année dernière, on a fait une exposition qui s'appelait Prière de toucher. Donc, on l'a avec des personnes non malvoyantes. Et puis, chaque musée l'adapte. Donc, quand elle est arrivée chez nous, on l'a adaptée avec les demandes de notre groupe de travail. Voilà, donc on fait toujours des petits groupes de travail en amont ou des petits groupes d'experts dans lesquels on mélange un peu tout profil, tout type de visiteurs, et ça nous permet d'être peut-être plus en adéquation avec les attentes du visiteur. Et cette exposition qui a été conçue par des non-malvoyants, bah, évidemment qu'elle a profité à tout le monde. On a bien vu qu'il y avait eu des milliers de visiteurs et que ces visiteurs, ils allaient chercher finalement l'expérience, même s'ils n'étaient pas non-malvoyants. Donc on sent que cette attention qu'on porte, évidemment, oui, elle profite à tout le monde. Et puis, oui, voilà, je dirais que c'est toujours bon pour tout le monde, même pour les équipes. C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire même pour les équipes, parce que c'est se focaliser à porter de l'attention aux autres, ça nous rappelle qu'on peut se la porter aussi. C'est un peu ça que Oui, tu es en train de dire. bien sûr. Après, c'est vrai qu'on doit distinguer donc ceux qui viennent et qui participent ponctuellement à des petites actions comme ça qu'on met en place, et puis ceux qui suivent vraiment des programmes entièrement conçus dans le musée avec, encore une fois, je reviens sur l'art-thérapie, même s'il n'y a pas que ces programmes-là qui sont intéressants, mais c'est intéressant quand on a des retours des visiteurs, des gens qui viennent et qui vont suivre un vrai programme pendant toute une année. Là, on sent qu'il y a une familiarisation vraiment avec le lieu et un lien de confiance, en fait. C'est peut-être ça qui manquait d'ailleurs au départ. Pour le visiteur, il n'avait pas confiance en sa capacité à être bien chez nous parce qu'il pensait qu'il n'avait pas les compétences ou qu'il n'avait pas un regard habitué. Et finalement, c'est ce qu'on crée, c'est ce lien de confiance, c'est ce qui nous revient en tout cas des visiteurs. C'est ça, voilà, on leur accorde notre confiance. En fait, on se dit que le visiteur, il est capable de beaucoup de choses dans le musée. Et ensuite, en échange, il nous donne sa confiance aussi. Et c'est vrai que je pense que, voilà, on élargit, même si c'est un travail d'abord qui touche tellement toutes les strates d'un musée comme le nôtre, toutes les strates des travailleurs du musée et toutes les strates des visiteurs et de leur pluriprofil, quoi, hein. Il y a tellement de profils de visiteurs différents que c'est un travail de chaque instant, de chaque jour. En fait, il faut toujours recommencer, rappeler, renouveler, diversifier les approches et retisser les liens de confiance parce que ça se perd vite. Moi, quand je t'entends, Juliette, j'entends parler du lien de confiance et ce qui me vient, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas cette relation sachant et non sachant, il y a une relation de confort et de possibilité pour que chacun trouve sa place qui s'ouvre aussi. Et donc, Ouais. oui. Mais c'est intéressant parce que on en parlait encore ce matin, c'est que chacun trouve sa place.
Mhm. Et comme la liberté, là, on a en ce moment, on a un espace aux tout petits, donc les 0-6 ans, et qu'on a mis au cœur de l'atrium. Donc, nous, on a un directeur qui est très ouvert, donc on a toujours le droit d'expérimenter beaucoup de choses. Et donc, on a un espace qui est au cœur du musée, quoi, qui est d'ailleurs vraiment tellement au cœur qu'il résonne dans tout le reste du musée. Et c'est parce que les enfants, évidemment, par essence, ils s'expriment sans qu'on leur mette aucune barrière. Donc, voilà, on les entend. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Ça veut dire que chacun doit avoir sa place, mais il n'y a pas une raison ou une autre pour que l'un des publics prenne plus de place que l'autre, ou alors de manière ponctuelle. On va donner plus de place à un public à un moment donné qui a des besoins spécifiques. Mais de manière générale, dans le fonctionnement quotidien du musée, ça n'est pas possible en fait. Et c'est trouver aussi cet équilibre entre les uns et les autres. Et puis dans la thématique, par exemple, des cartels, c'est la même chose. Est-ce que mon cartel, s'il doit faire 1 mètre sur 1 mètre, parce que je vois très mal, est-ce que ça doit prendre le pas sur celui... Enfin voilà, en fait, il faut savoir s'occuper de tout le monde et de tous. Donc on doit travailler la main dans la main et puis s'adapter aux autres. En ce moment, je pense que quand on a des visites tout petits dans le musée, oui, on a certainement des visiteurs qui sont perturbés dans leur propre contemplation des œuvres à l'étage, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui, je me demande, je m'interroge. Voilà, puis finalement, notre métier, c'est ça, on doit toujours s'interroger, on fait des choses en se disant, bah, c'est bien. Là, on a fait un coin pour les enfants et pendant 6 mois et on l'a travaillé avec tous des professionnels de la petite enfance. Donc, c'est quelque chose qui a du sens, qui est bien fait, qui marche super bien. Et puis là, je me dis, bah, parfois, franchement, alors parce que je vais vous donner un exemple très très précis. Donc nous sommes dans l'atrium, nous avons cette bulle dans laquelle on a tous ces tout petits, c'est génial, ils sont très contents, tout le monde est très content. Et juste à côté, j'ai mon atelier d'art-thérapie. Et en fait, ça m'a interpellée parce qu'en plus, on travaille en ce moment, je dis je, mais c'est toute l'équipe. Mais on a une autre art-thérapeute, elle travaille avec un groupe en procréation médicalement assistée. Donc on est avec des groupes qui sont touchés particulièrement par la question de l'enfant. Et la dernière fois, j'étais dans cet atrium de ces enfants que j'entendais qui étaient tout joyeux, et de l'autre, ces parents qui sont en quête de maternité ou de paternité. Et je me suis dit, mais finalement, c'était presque enfin, c'est pas antinomique, bien sûr, mais c'était très, très, très interpellant. Et, et bon, alors l'intérêt quand même, c'est que notre art thérapeute, elle est capable, et ça c'est tout son talent, de créer une bulle dans laquelle elle vient mettre ses participants. Et donc, en fait, eux, ça ne les a pas gênés. Donc voilà, finalement, on a réussi. Ce qui veut dire que quand je parle tout à l'heure de chacun doit trouver sa place, je ne dis pas que on doit faire des petites cases, certainement pas, dans lesquelles on met tel public là, comme ça, il ne gêne pas son voisin. Mais c'est comment, et là, je rejoins donc tes pratiques, enfin les pratiques un peu plus générales de méditation, c'est comment on va créer une bulle à l'intérieur d'un musée qui fait 22 000 m² et qui a des hauts plafonds, etc., pour que notre visiteur se sente suffisamment bien qu'il puisse donc accéder à l'œuvre d'art comme on le souhaite. Voilà, ça, c'est des questionnements qui sont toujours en cours. J'aime beaucoup en t'entendant, Juliette, cette idée d'expérimentation et de curiosité, c'est-à-dire il n'y a pas de faux ou de juste, il y a apprentissage à chaque pas et l'idée de co-construction qui en émane. Et par rapport à cette question de faire une bulle ou pas, c'est intéressant parce que dans la pratique méditative, il y a des gens qui voudraient avoir des espaces méditatifs complètement aseptisés et d'autres qui pratiquent une sorte de danse avec ce qui existe par ailleurs. Donc, plutôt que de vivre ces choses-là comme des éléments perturbateurs, les vivre comme c'est ce qui est là et je commence à danser avec. Et je pense que dans beaucoup de moments de notre vie, on peut être perturbé par les choses inattendues et avoir des réactions contre, alors qu'avoir des réactions avec, ça générerait beaucoup moins de stress. Donc finalement, ces types de cohabitation, comme celle que tu nommes par rapport à la personne qui faisait de l'art-thérapie, c'est aussi une occasion de vivre ça, de Oui. vivre cette adaptabilité-là dont nous sommes capables.
Ouais, on est un vrai terrain de jeu finalement. Le musée, ça peut être vu comme un terrain de jeu dans lequel on peut expérimenter la vie, mais sans prendre de risques. Donc ça, c'est très très intéressant. Et pour rebondir sur ce que tu dis, mais au-delà même des espaces ou mais on a les œuvres elles-mêmes. Finalement, quand tu dis qu'on peut être évidemment. gêné, bah, l'œuvre, quand on fait une séance de yoga, bah, justement, j'ai parlé tout à l'heure de la descente de croix, mais quand on fait une séance de yoga et qu'on est devant la descente de Croix de Rubens, bah, dis donc, et puis à droite une décapitation et à gauche une mise à mort de Sainte-Catherine. Enfin, c'est aussi une décapitation. Mais bon, bref, en tout cas, ce sont des œuvres qui sont difficiles. Et on a eu une expérience qui est très, très concrète d'ailleurs avec un programme international qui s'appelle le programme Dancewell, qui concerne des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Et ce sont des danseuses justement qui emmènent les participants dans des lieux culturels très beaux et les font participer à des ateliers. Donc, c'est des mixtes avec des gens qui ont la maladie de Parkinson, des gens qui ne l'ont pas, des expérimentés en danse et d'autres pas. Et ça a été très, très beau. Il y a eu vraiment une très, très belle soirée à laquelle on a participé, vraiment physiquement. Et en tout cas, j'ai participé, Marie aussi d'ailleurs, qui est là, qui a participé physiquement. Et puis, à la fin, on a posé des questions, on leur a demandé, mais on était dans... Alors, le problème chez nous, c'est que ces grandes salles magnifiques dans lesquelles on peut faire des choses, que ce soit le yoga, la méditation, la danse, ce sont ces salles de peinture flamande du XVIIe. Donc, on est toujours confronté à cette question justement de l'œuvre et de l'entourage qui permet ou pas, ou qui facilite ou pas la méditation ou l'introspection ou que sais-je. Eh bien, ça, c'est toujours ça. Et donc, les participants ont dit, l'une en tout cas a dit, mais moi, j'ai été gênée par les œuvres et je m'en suis fait une force, c'est-à-dire que dans toute ma danse, j'ai exprimé la vie de mon corps est sortie la vie face à ces œuvres qui ne témoignaient que de la mort, en fait. Voilà. Donc, on voit comment finalement on a nos capacités. Encore une fois, c'est une question de confiance. Et qu'est-ce on est en capacité, on accorde au visiteur sa capacité à dire ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. On en reparlait tout à l'heure pour la question du handicap. C'est pas à nous de décider de ce qui convient, même si on va faire attention quand même à ses choix. Mais c'est particulier. Sinon, pour le visiteur, à prendre ce qui va lui faire du bien ou à rejeter ou à se servir de ce qu'il voit voilà, pour trouver des ressources, je pense. C'est vraiment très, très. Tu as appuyé, je me permets de revenir sur ce que tu as nommé, c'est-à-dire un terrain de jeu où il n'y a pas d'enjeu face aux œuvres. Il y a, on peut regarder pendant, si on veut, toute une journée, une personne qui nous fait un grimace ou qui a un sourire et ressentir ce que ça génère en nous. Donc, retravailler notre système émotionnel, alors que dans la vie de tous les jours, les choses sont très, très rapides, quelques millièmes de seconde, et on n'a pas ce temps de se positionner, de tourner autour, de nous recentrer et ressentir le lien avec ce qui se passe à l'extérieur de nous et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, ça ramène cette question de terrain de jeu très, très fort avec les pratiques que tu nommes. Et ça m'amène vers une question, c'est est-ce que tu en as déjà parlé un peu, mais est-ce que c'est possible de nous donner quelques projets que vous avez mis en place et qui te touchent très particulièrement et quelques projets qui sont à venir? Puisqu'on a déjà parlé des projets qui ont eu lieu, si tu as envie, on peut démarrer avec les projets à venir. Avec le centre hospitalier universitaire de Lille. Et il y a eu plusieurs choses qui sont comme justement une co-construction. C'était un parcours et avec les soignants du CHU dans lequel mais qui nous a menés, même si ce n'était pas le but premier, vers cette question de l'autopalpation. Donc, une Cléopâtre qui se touche le sein parce qu'elle vient d'être piquée par un aspic, par exemple. Donc, elle se touche le sein. Donc, on a repris cette œuvre, on présente de manière très classique, Cléopâtre et ce qui lui est arrivé. Et en même temps, les médecins étaient là aussi pour indiquer les gestes de l'autopalpation. Donc, on a fait un beau programme, un très, très, très beau parcours dans les collections qui était aussi là pour sensibiliser à la question, qui était distribuée pendant tout le mois. Et puis, on a fait une soirée yoga dédiée aux patients et
patiente. Et puis des ateliers, alors ça c'était intéressant l'année dernière, voilà, à chaque fois on met les ateliers d'autopalpation avec de la sensibilisation et des ateliers qui sont menés par les soignants dans les salles au pied des œuvres. On met les mannequins que l'on peut manipuler et que l'on peut toucher pour apprendre à autopalper. J'ai trouvé que c'était finalement quelque chose de très complet, de très... Oui, quelque chose de très complet, puis qui touchait à plusieurs strates, où on mettait en valeur des œuvres, c'est sûr, mais en même temps où on mettait... voilà, où on mettait le visiteur au cœur. Ça a gardé du sens, en fait. Je trouve que ça garde du sens, ça a toute sa place, et en même temps, ça a été assez loin. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était une très, très... Voilà, cette action-là, chaque année, vraiment, elle me tient beaucoup à cœur. On a aussi les professionnels, enfin, les médecins qui font une petite présentation au tout début. On a fait ça aussi sur l'endométriose. Enfin, c'est participer aussi à la vie de la société et des grandes luttes que mènent d'autres services et qu'on accompagne par ce biais-là. Et alors peut-être pour le prochain, tu parlais tout à l'heure de dédier des espaces. Alors comme on a notre bulle qui est toujours, qui au fin mars, enfin qui mi-mars sera, voilà, aura fini cette expérimentation tout petit, on va la dédier à une expérience de méditation. Et là, on va inviter les visiteurs à regarder une seule œuvre. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'interpelle. J'aime bien aller dans les musées, de regarder comment se comportent les visiteurs dans les musées. Je trouve que souvent, les gens... Alors, ça dépend, il y a des comportements très, très différents, mais en tout cas, je trouve que parfois, les gens vont vite. Et je me dis qu'on pourrait inviter les gens à aller moins vite, tout simplement en leur accordant le droit de s'asseoir. Ce serait déjà super. Et donc en installant des assises ultra confortables. Deuxième expérience, celle dont je peux témoigner là, c'est celle voilà, c'est de dédier un espace et de laisser le visiteur prendre du temps et s'installer. Et donc finalement, parfois, si on a envie de lui faire regarder une œuvre, on peut un peu le piéger, c'est-à-dire qu'on lui met une super assise, un matelas super confortable ou un fauteuil super confortable devant une œuvre et en fait, il va la regarder, il va prendre du temps et s'obliger finalement à cette contemplation, c'est aussi découvrir des choses qu'on n'attendait pas. Ça, c'est une très très belle, je trouve, expérience. Et donc là, on va jouer ce jeu-là, on va installer une œuvre dans cette bulle et on va mettre des super, voilà, on va mettre une moquette, il faudra enlever ses chaussures et puis on invitera les gens à transformer un peu leur comportement, on les invitera à enlever leurs chaussures, à marcher sur de la moquette et puis à s'installer dans un fauteuil confortable et de ne regarder qu'une seule œuvre, voilà, qui sera bien éclairée et on lui permettra soit de la regarder en silence, soit de la regarder avec de la musique, soit d'écouter une méditation qui aura été voilà, un exercice de méditation, de mindful art qui aura été créé pour les inviter à regarder et à découvrir cette œuvre. Donc ça, c'est quelque chose que j'attends aussi beaucoup pour observer un peu si les gens vont jouer le jeu, s'ils vont s'installer, s'ils vont passer un bon moment, s'ils vont rester 5 minutes, 5 secondes ou un quart d'heure. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont vraiment intéressantes à observer. Génial. Merci d'avoir parlé des projets à venir. J'avais envie d'ouvrir un tout petit peu par rapport aux questions que d'autres personnes pourraient avoir pour leur propre projet à te poser, si c'est OK pour toi, si Oui, tu bien as sûr. encore quelque chose à rajouter. D'accord. Ben voilà. Est-ce qu'il y a parmi les personnes présentes, et on est assez nombreux, quelqu'un qui a une question particulière? En attendant peut-être que les personnes réfléchissent, moi j'ai une question, je profite que tu sois là. Est-ce que vous avez objectivé vos pratiques avec des questionnaires, avec des choses qui permettent de visibiliser comment est-ce que les gens accueillent les différents dispositifs et qu'est-ce qu'ils vivent? Alors, oui, quand on parle des grosses expériences comme l'exposition prière de toucher, où là on fait des études en fait systématiquement de public. Et ce qui a changé d'ailleurs dans ces études de public, bon, on en a plein de sortes différentes finalement, ces études, ces évaluations, de la perception de l'exposition par le visiteur. Et on travaille notamment avec un laboratoire qui est à Valenciennes et avec un sociologue, un chercheur sociologue qui s'appelle Daniel Schmitt. Et ce qui a changé, parce qu'on a travaillé avec lui, quels étaient les items que l'on allait retenir pour interroger ce visiteur. Et on s'est concentré sur les émotions.
Alors, on pose des questions basiques, hein, mais en tout cas, la question principale, c'était dans quel état êtes-vous en rentrant dans cette exposition, avant de rentrer en fait dans cette exposition, et dans quel état émotionnel êtes-vous quand vous en sortez. Et donc, ça nous intéressait beaucoup parce qu'on voyait la capacité de l'exposition à faire bouger en fait l'état émotionnel de la personne. Sans finalement, alors après, on analyse aussi quel était l'état émotionnel à départ. Par exemple, je n'étais pas content, je sors, je suis très content, ou bien je n'étais pas fatigué, je sors, je suis super fatigué. Enfin, voilà, les états émotionnels, c'est une grille émotive qui a été conçue par le laboratoire de Daniel Schmidt, mais qui est tout à fait, enfin, qu'on peut télécharger et qu'on peut tout à fait utiliser. C'est une espèce d'emoji un peu développé. Et voilà, et donc ça a été cette variation de l'état émotionnel, c'est-à-dire comment une œuvre d'art ou une exposition est capable de faire jouer. Bon, c'est pas forcément une surprise, mais là, ça nous permet vraiment de le démontrer. Bon, je ne vous cache pas qu'en plus, les changements d'émotion étaient plutôt positifs. Mais même en dehors de ça, voilà, c'est ça qu'on a cherché à savoir et c'est ce que l'on va chercher à savoir dans la bulle de méditation. C'est comment êtes-vous avant de rentrer et maintenant, comment vous sentez-vous à la sortie. Et je trouve que ça, c'était intéressant aussi, c'est qu'on accorde aussi, en dehors des questions de est-ce que c'est la première fois que vous venez au musée, est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous avez trouvé, enfin voilà, des questions peut-être plus précises sur nos pratiques. Là, encore une fois, au lieu de se concentrer peut-être sur nous, on s'occupe un peu de notre visiteur, et en lui demandant ce qu'il ressent, lui, ce qui est quand même intéressant. Magnifique. Donc, étymologiquement, émotion, c'est ce qui nous fait aller vers emotion. Donc, c'est intéressant parce que si la personne trouve des incitatifs émotionnels, forcément, ça va le faire ramener à l'endroit où il a été mu par quelque chose. Oui, Très chouette. d'ailleurs, la grille de Daniel Schmidt, elle s'appelle Emotion. Ça me revient en tant Donc, si éventuellement tu me dis qu'on peut le télécharger, si tu m'envoies un lien, je le partagerai avec les personnes qui ont pu être présentes ou pas. De cette façon-là, ça pourrait permettre au plus grand nombre d'en bénéficier. Très bien. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? On a encore une bonne quinzaine de minutes. Avez-vous d'autres exemples de regards différents sur une œuvre grâce à l'art-thérapie? C'est Stéphanie Baron. Avez-vous d'autres expériences, pardon? D'autres exemples de regards différents sur une œuvre grâce à l'art-thérapie? Alors, oui, on en a beaucoup. Alors, je reviens, en plus, je vois qu'il y a dans l'assistance, si elle est encore là, Hélène Fourneau de Strasbourg. Et on a fait ensemble une journée, moi j'étais en visio aussi, on a fait ensemble une journée à Strasbourg, justement sur la... Elle est là, Hélène, je l'entends. Et on a fait une journée ensemble sur la santé mentale, la culture et la santé, culture santé. Et elle a soulevé une question et en fait, on n'avait pas le temps, donc je n'ai pas répondu à cette question, mais comme ça, j'en profiterai pour apporter cette réponse aussi. Je précise juste, mais il y en a certains qui connaissent bien l'art-thérapie, d'autres qui connaissent moins, mais je précise juste que le choix qui a été fait du Palais des Beaux-Arts de travailler sur l'art-thérapie, qui est un des axes, c'est-à-dire qu'on a toute cette ces possibilités d'accompagnement au bien-être ou au mieux-être. Voilà, on a plein de choses que l'on peut faire. Et nous, un de nos axes, c'est l'approche par l'art-thérapie, mais qui n'est pas le seul. Déjà, on n'accueille pas tous nos groupes, même des personnes fragilisées, on ne les accueille pas toutes avec des séances d'art-thérapie. C'est d'abord parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'il faut vraiment un contexte un petit peu particulier, comme une adaptation. Et puis, on n'a pas les moyens humains non plus d'accueillir tout le monde. Puis, ce n'est pas une volonté non plus. Donc, on a une partie de nos groupes qui sont suivis, mais je dirais que c'est une dizaine de groupes à l'année qui sont suivis avec nos art-thérapeutes sur ce programme d'art-thérapie. Donc voilà, déjà, c'est pas une dernière. Et puis, c'est un choix que nous avons fait, nous, mais qui n'est certainement pas un modèle que tout le monde doit suivre. C'est pas... Nous, on a embauché dans nos équipes, comme l'a fait Montréal, des art-thérapeutes dans nos équipes d'artistes plasticiens et d'art-thérapeutes, avec des profils particuliers, diplômés à la fois des beaux-arts et diplômés en art-thérapie de l'école de l'université de médecine, la fac de médecine de Tours. Voilà, donc ça c'est un choix comme ça.
mais ça n'est certainement pas la seule approche. Et en art-thérapie, donc c'est des programmes particuliers que l'on mène. Alors j'insiste aussi, l'art-thérapie que nous pratiquons au Palais des Beaux-Arts est une pratique qui ne s'appuie que sur ce qui fonctionne bien chez la personne. Voilà, on va s'appuyer sur ce qui fonctionne bien chez elle pour qu'elle puisse développer des mécanismes pour aller bien ou mieux quand elle est dans une situation de détresse dans la vie. C'est pour ça que je parlais de terrain d'expérience sans risque, parce que quand elle est au musée, cette personne, elle peut finalement expérimenter plein de choses, elle peut prendre des risques dans sa pratique artistique. Il y a toujours une visite, évidemment, en séance d'art-thérapie, une visite dans les collections et une séance de pratique artistique, donc toujours les deux, hein, évidemment, sinon on ne fait pas ça au musée. Et donc, on va s'appuyer sur ce qui va bien. Et je rappelle aussi que quand un patient, s'il est suivi au CHU, par exemple, ou d'un EPSM ou que sais-je, quand il passe la porte du musée, il n'est plus un patient, il est un visiteur. Aux yeux du personnel du musée, c'est un visiteur. On ne vient pas lui dire « Ah, bah, tu vas faire une séance d'art-thérapie, c'est bien. Alors, tu vois, il y a des objectifs artistiques, tu vas travailler ça et ça parce que ça va te détendre et puis ça va te faire un peu de lâcher prise. Et puis après, on va soigner ça parce que comme tu vois, tu souffres de ça et ça va te faire du bien. » Non, on ne prononce pas les pathologies, on n'est pas au musée comme on est à l'hôpital. Hein. Justement, la particularité, c'est qu'on est au musée pour l'intérêt du musée, c'est-à-dire d'avoir des œuvres d'art et de créer une bulle dans laquelle on va pouvoir oublier la maladie. Donc, jamais on ne parle de la maladie. Par contre, les participants entre eux vont en parler. Parce que quand vous êtes en séance d'art-thérapie, que vous vous retrouvez toujours avec les mêmes personnes, vous avez le droit, dans ce petit cocon, de parler à votre voisin qui est touché par la même pathologie, s'il en a envie. Mais jamais nous, on ne se permettrait. C'est ça que je précisais à Hélène, parce que Hélène disait, voilà, nous, on n'a pas fait le choix à Strasbourg de l'art-thérapie parce que bon, on n'avait pas envie de parler de la maladie. Non, mais nous non plus. Ça, c'est très, très important. On ne parle pas. Et ce n'est pas toujours la même démarche. Je sais, on a déjà parlé avec Stéphane Légarry. Voilà, l'approche peut être différente en fonction des écoles et en fonction des musées. Mais en tout cas, au Palais des Beaux-Arts, on prend les gens pendant 2 heures. Donc, on ne va pas commencer à aller appuyer là où ça fait mal et puis ensuite les dire bah, maintenant, salut, à la semaine prochaine et détends-toi comme tu peux. Non, non, c'est sérieux. On est sur des thématiques sérieuses. On ne joue pas avec les gens, on est en train de parler de choses sérieuses. Donc, des expériences en art-thérapie, on en a beaucoup. Je peux vous dire que les groupes qui sont suivis en art-thérapie sont des groupes qui fonctionnent très, très bien, qui sont cadrés. C'est-à-dire que l'art-thérapeute, elle a, encore une fois, des objectifs artistiques et des objectifs sanitaires. Et donc, elle met en place ses séances, c'est elle qui crée, hein, nous, on n'intervient pas du tout là-dessus. Elle part toujours de l'œuvre d'art et ensuite, elle va travailler voilà, sur justement cette confiance, ce lien, cette possibilité qu'on a de se lâcher ou pas. Elle travaille par exemple avec des jeunes filles, des jeunes adolescentes qui sont en très très grande difficulté en psychiatrie et on sent que voilà, elle est partie avec des jeunes qui se connaissaient pas, qui se voyaient une fois par semaine au musée, qui n'avaient pas envie de venir. Aujourd'hui, c'est un groupe très voilà qui est soudé, qui a créé des liens, qui se voient en dehors du musée, qui viennent de leur propre chef hein, quand même. Donc voilà, oui, on observe beaucoup de choses très très positives, mais encore une fois, ça concerne un tout petit nombre de groupes. Hein. Voilà, pardon, je me suis emballée, mais le sujet. Non, non, je suis très. Je souhaite apporter un complément par rapport à ce que tu viens de dire par rapport à l'art-thérapie. Évidemment, il y a ces deux écoles et chacun a ses avantages, c'est-à-dire l'école qui mettrait par exemple les gens qui ont la sclérose en plaques ensemble et l'école qui dirait on va les mélanger un peu ce que tu as expliqué par rapport à la danse et les gens qui avaient le Parkinson. Et dans ma pratique des formations de mindfulness, de pleine conscience, j'ai expérimenté les deux et quand et ma préférence va également vers les personnes, vers les groupes ouverts, parce que comme ça, on peut découvrir quelque part notre humanité commune. On a quand même les mêmes problèmes, les mêmes choses qui nous énervent, et ça sort les personnes qui ont tendance à avoir de la rumination par rapport à leurs soucis de santé. Ça les amène à se dire finalement, ils sont comme tout le monde, et ça fait un bien fou. En même temps, moi, je dirais, Marjolaine, qu'il n'y a pas d'école. Hein. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de... Parce que chaque projet est particulier. On peut avoir une thématique, un groupe particulier, une expérience particulière où tout le monde est mélangé, et au contraire, parfois de ne pas mélanger. C'est vraiment... au cas par cas. Ah oui, c'est vraiment au cas par cas. Il ne faut surtout pas se donner comme signe de conduite, nous, on mélange tout le temps, ou nous, on sépare tout le temps. Évidemment. Quand on prend la pratique, par exemple, les visites pour les personnes non et malvoyantes. Alors, vous avez
évidemment qu'on travaille sur l'universalité, bon, c'est très, très, très bien, il faut que tout le monde accède à tout se mélanger, ce que tu viens de dire, hein, c'est très, très important. En même temps, l'universalité ne doit pas effacer la singularité. Et ce qui singularise aussi une personne non-voyante, c'est ce qui la caractérise aussi par ce handicap. C'est-à-dire que, bah oui, elle a une approche différente parce qu'elle est non et malvoyante, il va bien falloir qu'elle aille, elle a une approche différente. Et donc, cette singularité, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour faire des visites. Et donc, même si on fait des visites qui s'appellent aujourd'hui les visites multisensorielles, dans lesquelles on peut faire venir quelqu'un qui est non-voyant, qui est sourd, parce qu'on a pensé à tout et que tout, voilà, c'est multisensoriel, donc chacun trouvera sa place, mais on continue à faire des visites pour les non et malvoyants spécifiques dans lesquelles, bah, là, et pour le coup, ils vont se retrouver, c'est très communautariste. On a des Québécois, bah, le communautarisme, il a aussi des avantages, c'est qu'on va se retrouver avec nos pairs. Et ça fait du bien aussi. Et quand vous êtes en PMA, que vous avez votre voisine, que vous êtes toujours tout seul dans votre parcours PMA, et que là, vous vous retrouvez avec 10 personnes qui ont le même problème, bah, ça fait du bien aussi. Par contre, vous n'avez pas envie d'en parler avec votre voisine ou avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui n'a pas les mêmes problématiques que vous. Donc, je pense que dans tous ces programmes, il faut être très, très attentif aussi à la fois être parfois très ouvert et voilà, et partager la différence pour la faire accepter mieux, et en même temps, parfois, rester dans la singularité et chouchouter cette singularité aussi, je pense. C'est vraiment au cas par cas, Oui. ce que tu dis est très très juste, c'est-à-dire si pour les personnes qui travaillent dans les soins palliatifs, à beaucoup d'endroits, c'est approprié de garder les groupes qui sont dans ce mouvement-là. Tout à fait. Donc, c'est vraiment un tissage de dentelle de Oui, choisir exactement. quel programme pour quel public, ouvert ou pas, ainsi de suite. Il y a une autre personne qui pose une question, c'est est-ce venu d'une demande des visiteurs ou des équipes du Palais de Beaux-Arts? J'imagine que c'est relatif à la question de l'art-thérapie. Audrey, précisez s'il vous plaît, peut-être que je n'ai pas envie d'être maladroite par rapport à votre question. Donc, comme il n'y a pas de précision par rapport à l'art-thérapie. Oui. Alors, donc, c'est comment... Attendez que je relise, parce que moi, C'est Est-ce que par ça rapport à vient... l'art-thérapie, voilà. Est-ce que ça vient d'une demande du visiteur? Le quoi? Du fait d'être séparés ou ensemble ou c'est quoi, pardon, la question? J'ai pas bien compris le sens de la question. Attendez, je vais la relire. Tu peux me la relire? En fait, je la vois pas sur mon... Mais j'appelle Marie. Oui. Oui. En fait, Audrey dit par rapport à l'art-thérapie, est-ce que c'est venu d'une demande des visiteurs ou des équipes de le mettre en place? Alors, C'est ce que je comprends. Oui, c'est venu c'est venu de nos équipes en fait. C'est nous parce que ce que j'expliquais au tout début, c'est que en fait, on travaillait sur l'autisme, avec des personnes autistes, voilà, et on avait envie de partager cette question. D'ailleurs, on l'a partagée avec le musée de Montréal et de Dallas. On a partagé cette question-là avec d'autres. Et en fait, comme on était des professionnels de musée, on était bien incapables de dire ce que ça provoquait chez les personnes concernées. Alors, tout ce qu'on se disait, c'était « Ah, ça leur fait beaucoup de bien. Voilà. Ah, ils sont contents. » Ce qui était déjà essentiel, hein, finalement, c'était la base. On voyait bien ceux qui avaient envie de revenir, ceux qui n'avaient pas envie, mais voilà, on avait un petit peu de mal à communiquer sur cette question-là. Et donc, c'est vrai qu'on s'est dit qu'il nous manquait un jalon. En fait, il manquait un jalon dans cette approche. Et donc, c'est nous qui avons souhaité ajouter l'art-thérapie et l'approche de l'art-thérapie dans l'accompagnement de ces personnes. Mais en même temps, là, dans les groupes de personnes autistes, il y avait des gens qui étaient suivis par l'art-thérapeute et d'autres qui étaient suivis par les artistes plasticiens. Donc, on avait les deux approches, en fait, et ça se passait très, très bien pour les deux. Simplement, quand on a encore une fois l'approche art-thérapie, le programme, il est quand même construit avec les équipes soignantes. C'est-à-dire qu'on fixe des objectifs, je l'ai dit, artistiques et sanitaires, et les objectifs sanitaires, ils sont aussi fixés avec les équipes soignantes. Ce n'est pas que l'art-thérapeute qui travaille. Et donc, il y a un travail en amont, il y a des petits travails de synthèse à l'issue de chaque séance pour dire, vous avez vu, il s'est ouvert, il n'avait pas parlé la semaine dernière,
Là, il a davantage parlé pendant la séance. Vous avez vu comment il était refermé, maintenant il s'ouvre. Enfin, et ça va aussi servir finalement aux soignants dans leur synthèse à l'intérieur. Mais bon, nous, on n'intervient plus là, mais les soignants, ils entendent, ils voient, et ils le réutilisent aussi pour le suivi. Donc, c'est intégrer ces séances d'art-thérapie dans le suivi thérapeutique du patient au sein de son lieu d'hospitalisation ou de suivi médical. Donc, mais c'est vrai qu'au départ, c'était plutôt une demande de notre institution. Et aujourd'hui, on a énormément de demandes des instituts, enfin des services hospitaliers, des structures d'accompagnement de personnes en difficulté. D'accord. J'ai une question plus pragmatique. C'est comment est-ce que vous avez eu du mal à faire venir les gens, par exemple, par rapport au yoga et les autres activités? Alors oui, il y a eu tout un processus en fait pour que c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus ces difficultés-là, mais dans un premier temps, en fait, on avait même du mal à appeler nos activités séances d'art-thérapie. On lui avait donné d'autres noms, on parlait de ruches d'art dans lesquelles on retrouvait l'art-thérapie, mais d'autres pratiques artistiques ou bien pratiques bien-être. Donc on disait séance, atelier mené par une art-thérapeute, mais sans que ce soit forcément mis dans le titre. Aujourd'hui, on peut utiliser tous les mots. On peut dire séance de yoga, séance de méditation. Avant, voilà, c'était pratique de bien-être. Et maintenant, on précise. Et les gens l'acceptent. C'est beaucoup. Alors, ça a été progressif, mais en plus, depuis le Covid, ça a vraiment explosé. Puis l'approche de la muséothérapie. Nous, on n'utilise pas ce terme de muséothérapie, mais bon, c'est vrai que ça a quand même généralisé les pratiques de bien-être dans les musées. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin. Mais dans un premier temps, oui, on cachait un peu parce que les gens n'étaient pas prêts, je pense. Et que justement, c'est ce qu'Hélène avait dit à Strasbourg, c'est qu'en fait, comme ils associaient forcément le mot art-thérapie à du soin, enfin du médical, comme si c'était un médecin qui allait faire une piqûre, que ça effrayait un peu. Mais ça effrayait surtout d'ailleurs les professionnels. Plus que les gens. Hein, et donc aujourd'hui, pour compenser ça, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis en place des ateliers d'art-thérapie qui sont alors on a la pratique, j'ai dit yoga, c'est tous les matins. Il y a on n'a aucune besoin de justifier de quoi que ce soit. On vient à faire du yoga ou de la méditation, même si on n'en a jamais fait. On s'inscrit simplement en ligne, hein, puis on peut rentrer. Donc ça les démocratise aussi. Et puis on a mis en place des séances d'art-thérapie le vendredi matin et le mardi soir. Et ça, c'est ouvert aux particuliers. Là aussi, il n'y a pas de condition. On vient si on a envie. Et le vendredi matin, c'est des petites séances de découverte. En fait, ça dure 1h30. Il y a des gens qui reviennent toutes les semaines, hein, mais il n'y a aucune obligation à suivre. On peut venir juste une fois. Et ça a permis aussi que les gens voient, dédiabolisent, en fait, se disant, mais en fait, c'est juste qu'on me propose un projet, je suis accompagnée pendant 1h30, ça me fait du bien quand je sors. Et puis, en fait, quand je suis chez moi, je dessine aussi, parce que je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. Enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là qui ont un peu évolué. Et non, maintenant, on n'a plus de mal à nommer les choses. Mais dans un premier temps, oui, on a eu du mal. Mais au-delà de nommer des choses, ce qui arrive aussi, c'est que, par exemple, il y a des musées qui mettent en place les sessions bien-être et se trouvent avec un nombre d'inscrits un peu décevant, en fait. Bon, alors oui, mais pas en tout cas, oui, je vous dis, ça peut être le cas. Parfois, on a une activité qui peut mettre. Faut être patient, hein, parce que les activités, quand on les lance, elles peuvent parfois mettre 1 an ou voire 2. Hein, la première année, quand on a commencé nos ateliers d'art-thérapie, on n'avait pas beaucoup de monde. Hein. Et aujourd'hui, les ateliers sont complets systématiquement. Donc, non, et là, je parlais de la procréation médicalement assistée. On a démarré un nouveau projet en juin. On a 10 places. Elles ne sont pas complètes encore, les sessions. Parce qu'il faut du temps. Il faut du temps. Parfois, on a eu 1 personne, 3 personnes. Et là, petit à petit, on sent que ça commence à être su au sein du service, hein, du CHU. Et ça se sait entre eux. Les gens parlent, en fait, et ils disent, mais oui, ça m'a fait du bien. Et donc, moi, je suis sûre qu'on sera complet. Mais pour l'instant, cette session-là, elle est dédiée à ce service-là. Elle n'est pas encore complète. Mais ce n'est pas grave, il faut tenir bon. Et par contre, c'est vrai que sur les grosses sessions yoga, en fait, on a été malin quand même, parce que les grosses sessions en yoga ou méditation, on les fait, c'est pas nous en fait qui les animons. Ce sont des spécialistes du yoga, de la méditation ou du tai chi. Enfin, donc, du coup, ils viennent avec des gens qui leur font déjà confiance. C'est toujours cette question de confiance. Et donc, ils viennent avec leur réseau.
Et puis après, ça se sait, hein, une fois que vous commencez à pratiquer, après les gens le savent et on est toujours complet, hein, que ce soit des jauges à 250 sur des gros événements, des jauges à 100 sur les nocturnes Octobre Rose ou des nocturnes à 25 pour le matin. Quand on fait les séances mensuelles, c'est des jauges à 25. Donc elles sont toujours complètes. Ouais. Mais voilà, ça demande du temps et puis les gens le savent après et puis ils savent que c'est un endroit où ils peuvent aller chercher du bien-être justement. Magnifique. Bonjour, Ben, Hélène. Est-ce que je peux juste poser une dernière petite question? Bien sûr. Vous bien m'entendez? sûr. Bonsoir, Bonjour, Hélène. Juliette. Bonjour Hélène. Je suis un peu désolée si mon intervention a été prise comme ça sur le côté un peu Non, caricatural. ne t'inquiète pas. Non, pas du tout. C'était juste que j'ai rien pu dire après, j'étais en frustration. Mais non, sinon, il n'y a pas de souci, c'était pas du tout blessant. Après, c'est vrai qu'à Strasbourg, on a un peu séparé ce qui serait de l'ordre de la santé et du bien-être. Et effectivement, on organise aussi des séances de méditation, de yoga et des choses comme ça. Et là, pour le coup, on a actuellement une exposition qui s'appelle Au temps du sida et qui est la réaction donc, des artistes face à la pandémie dans les années 90. Et là, pour le coup, on parle de la maladie parce que nos ateliers, en fait, on a fait un grand travail avec le service de la santé de la ville. On a dans l'exposition une permanence de bénévoles qui font de la prévention. Et pour les journées nationales de lutte contre le sida, donc ce week-end, là, on avait effectivement des médecins qui proposaient aussi des dépistages. Et c'est vrai que c'est presque le contraire de tout ce que j'ai pu dire. Là, pour le coup, dans la maladie et dans la réflexion par rapport à ça, et quel est le rôle de l'art et de l'expérience de vie qui parle de ce genre de thématique. Bah, bien sûr, mais en même temps, si tu te fais le relais de thématiques de société, évidemment que tu dois être accueillant. Mais la question, c'est pas que les professionnels de musée se forment à toute thématique, parce que c'est pas possible, mais c'est qu'ils soient accompagnés par d'autres professionnels et que l'on admette que dans les musées, il se passe autre chose que juste l'apprentissage d'un discours, d'une connaissance d'histoire de l'art. Il se passe d'autres choses. En fait, on ne peut pas attendre des musées qui génèrent des émotions, des comportements, des sensations, sans derrière être prêt à accueillir en fait tout ça. Mais en même temps, on n'est pas censé non plus être. Voilà, on n'est pas un hôpital, quoi. Hein. On ne fait pas la même chose. Là, tu abordes la thématique du sida par une expression artistique, donc c'est ta place. Bien sûr. Et en fait, moi, ma question, du coup, c'était est-ce que votre art thérapeute est payé par le musée? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est quelqu'un qui a un plein temps au musée ou qui est intervenante extérieure et que vous rémunérez autrement? Parce Alors, que là, nous, encore dans la... Oui, tu as raison. Ça n'existe pas grade. Oui. Alors, oui, nous, c'est toujours c'est un peu particulier, mais en fait, notre équipe de guides conférenciers, d'artistes plasticiens et donc d'art thérapeutes sont des gens vacataires. Donc, c'est vrai que la vacation, elle sous-entend qu'ils ne sont là que ponctuellement. Dans les faits, évidemment, l'art thérapeute, elle suit des groupes qui viennent toute l'année de manière très régulière. Donc, elle est vacataire et en même temps, elle a la régularité des groupes hebdomadaires. Mais en fait, elle est vacataire. Alors qu'à Montréal, ils ont recruté une personne qui est permanente, mais qu'ils paient aussi grâce à des financements de mécènes. On sent que ce sont quand même des postes fragiles. Mais c'est payé par le musée, oui. Et d'ailleurs, dans le programme, il y a une question aussi par rapport justement à la prescription muséale. Il y a un moment, ce partenariat et cette convention qu'on a signée avec le CHU, ça fait longtemps qu'on travaille, d'ailleurs tous les musées travaillent avec des centres hospitaliers, là on a voulu vraiment conventionner parce qu'on avait un problème de financement, ça veut dire que le CHU n'était pas capable de financer les programmes qu'on avait envie de mener, on créait de la demande, de l'attente chez les médecins et en même temps quand on voulait monter le projet, ils n'étaient pas en capacité de financer ces ateliers ou certains services seulement, enfin voilà, et donc là c'était un engagement du musée, donc de notre collectivité puisqu'on a un musée municipal, de prendre en charge, de se dire c'est finalement
finalement, on reste des services d'État, quoi. Hein, et si le CHU ne peut pas le faire, le Palais des Beaux-Arts va le faire. Il va les porter. Et donc, on a 140 séances d'art-thérapie qui sont mises à disposition des patients du service du centre hospitalier. Mais il y a un moment, il a bien fallu que quelqu'un se dise, c'est nous qui allons financer. Donc, nous finançons effectivement toutes les vacations qui sont destinées à ces programmes d'art-thérapie. Après, il y a des participations, il y a des séances d'art-thérapie qui sont payantes, hein, mais enfin, par rapport au libéral, ça n'a rien à voir. Merci Hélène, ça me fait plaisir d'entendre un peu Strasbourg parce que j'y ai grandi. Pour cette fin de séance, ça me fait chaud doudou. Et donc, j'ai pas envie de trop dépasser parce que j'ai un message, je ne connais pas très bien la plateforme. Normalement, c'est illimité. J'ai peur que ça se coupe. Mais si vous êtes d'accord, il y a Stéphanie qui pose une question qui me paraît intéressante par rapport aux prescriptions muséales. Si vous êtes d'accord qu'on finisse là-dessus. Et elle demande, vous avez des médecins qui prescrivent des ordonnances muséothérapie pour le Palais de Beaux-Arts. Si on ne dit pas de bêtises, voyez-vous des changements dans le comportement des visiteurs ou le nombre de visiteurs accueillis? Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des sessions qui sont destinées donc à des services en particulier. Donc là, tout à l'heure, Marjane a parlé de dentelle, mais c'est vrai qu'on fait de la dentelle hein, quand on travaille avec ces groupes-là, et on n'est pas du tout sur la quantité, on est vraiment sur la qualité. Et ça, c'est toujours aussi toutes ces difficultés qu'on peut ressentir, nous, dans les services des publics. À la fois, il faut qu'on fasse grossir le nombre de visiteurs, et nous, on sent, mais c'est beaucoup plus large. Hein. Chez nous, on a de plus en plus de visiteurs, d'abord parce que on a l'impression qu'il y a un élan pour la culture un peu, et que donc tous les sites dans notre région, et peut-être chez vous aussi, accueillent de plus en plus de visiteurs qui recherchent peut-être justement ce bien-être, ces petites bulles de pause. Donc ça, c'est un peu général. Je pense que c'est aussi la conséquence chez nous d'une politique de la direction, de notre directeur Bruno Girvaud, qui a vraiment ouvert en créant des événements, des open museums destinés à tous, qui étaient un peu originaux, mais qui donnaient la place à tout le monde. Et donc l'art-thérapie, elle fait partie, encore une fois, de tout ce programme. C'est une petite partie. Et alors, je pense que voilà, ce qui a changé peut-être dans le comportement des visiteurs, là, je reviens sur le même mot, c'est la question de la confiance. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on peut leur faire confiance. Ils ont démontré ces dernières années qu'en fait, ils faisaient des choses, et que quand ils les faisaient bien, en tout cas dans le bien, je veux dire dans le sens où ils me prennent en considération moi, avec mes spécificités, mes particularités. Donc, je leur fais confiance, et je pense que cette confiance fait que oui, le visiteur, peut-être qu'il a grandi, il grandit chez nous, mais encore une fois, peut-être pas tant en nombre, parce qu'un programme d'art-thérapie, je vous le dis, c'est 10 personnes sur une séance, c'est 10 personnes maxi. Hein, donc, c'est pas ça qui va, comme on peut pas multiplier. L'art-thérapeute, on me demandait aussi comment on l'avait choisi, hein, l'art-thérapeute tout à l'heure, mais voilà, elle a une capacité, comme il faut être très accueillant, très cadrant, beaucoup donné en fait de sa personne, elle ne peut pas faire 20 ateliers par semaine. Donc je ne sais pas si ça a donné des changements. Je pense qu'individuellement, oui, les participants à nos programmes, que ce soit des séances, enfin tout le programme bien-être, ces participants-là, oui, je pense que ça leur a fait du bien à un moment donné. Après, on sait aussi que ça peut être juste un shoot de bien-être, et c'est très bien. Après, si on veut que ça s'inscrive dans une espèce de temporalité de la personne, hein, justement qu'elle crée et qu'elle mette en place ces mécanismes pour aller mieux, qu'elle cherche en elle la ressource. C'est comme quand on fait de la sophrologie. Il faut venir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et puis après, au bout d'un moment, on a créé ses propres mécanismes et on n'a plus besoin de la sophrologue pour les mettre en place. C'est un peu la même chose, quoi, finalement. Donc voilà. Mais finalement, il n'y a pas de hiérarchie non plus. On peut juste se faire du bien, et on se nourrit pour la journée, la semaine ou pour 10 ans, où on peut venir régulièrement parce qu'on a besoin de se nourrir de manière régulière. Mais ça, c'est voilà, dans les comportements, je pense que c'est plutôt comme ça que moi je le vois, mais je ne sais pas. En tout cas, merci pour la question et pour ta superbe réponse, Juliette. On arrive à la fin. Un grand merci à tous. J'ai vu Claire qui est effectivement et qui est repartie. Voilà, je pense qu'on était un peu de partout. Il m'a semblé entendre qu'on était de Canada, de la Belgique, de la France.
génial. Ça commence à faire une petite communauté. Oui. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invitée et de ces échanges. Les épisodes suivants vous attendent pour continuer ce voyage entre l'art et le bien-être. N'oubliez pas que vous pouvez également nous rejoindre chaque mois en direct pour rencontrer des responsables culturels passionnés et échanger avec eux. Vous avez toutes les informations utiles sur notre site mindful-art.eu. Vous trouverez les informations également dans la description de ce podcast. Préparez-vous donc à vous plonger dans un monde d'inspiration et de partage. Et je vous dis à